tensions, c'est extrêmement difficile d'arriver à des réformes, même si c'est vrai qu'au Yémen, la jeunesse, notamment la jeunesse étudiante, avait joué un rôle important, qu'il y a eu des tentatives d'éviter ces affrontements, mais on voit bien qu'aujourd'hui, que ça ne marche pas et qu'on est entré dans une période de guerre. Le seul exemple un peu positif, c'est évidemment la Tunisie, parce que je pense que la Tunisie, les différentes forces politiques, y compris les frères musulmans, c'est-à-dire Ennahda, ont compris que pour reconstruire un pays, ça ne pouvait pas se faire avec 51% contre 49%. Pour reconstruire un pays, il faut un minimum de consensus national, au moins sur les règles du jeu, sur la Constitution, sur différents problèmes qui sont liés à l'identité, qui sont... Et dans un processus très complexe, ça a été jusqu'à présent, en tous les cas, possible en Tunisie. Mais avec des aspects négatifs, hein, il ne faut pas croire. Je veux dire, aujourd'hui, on voit avec la victoire de... D'abord, on voit une alliance Nahda Tunis, qui est la force que notre presse qualifie de laïque, mais qui est surtout une force réactionnaire. Donc il y a une alliance, parce qu'ils ont les mêmes programmes économiques et sociaux. Il y a un retour d'un certain nombre de gens de l'ancien régime en Tunisie, mais au moins il y a un espace politique, il y a un espace pour la presse, de liberté d'expression, de lutte qui me semble encore exister. Maintenant, juste pour clore cette partie sur les révolutions arabes, avant de revenir un peu sur l'organisation de l'État islamique et ce qui s'est passé, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Bon, je reviendrai, l'idée m'a échappé. Si, je voulais dire une chose, c'est que les causes qui ont provoqué ces révolutions sont toujours là. C'est-à-dire l'existence d'une crise économique importante, l'existence de régimes autoritaires, même dans les pays où ça n'a pas bougé, où ça a peu bougé, je parle du Maroc, de l'Algérie ou de la Jordanie, ou même de l'Égypte. Donc ces forces sont encore présentes, cette aspiration est encore présente dans les populations, notamment dans la jeunesse, qui représente souvent plus que la majorité de la population. Mais en même temps, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que cet affaiblissement de l'État, ce rôle des milices armées, a amené effectivement des situations de guerre civile, au moins dans 3 pays de manière évidente, l'Irak, la Syrie et le Yémen. Et il faut le dire, peut-être après on reviendra si vous avez des questions sur le Yémen, excusez-moi, et la Libye aussi, même si c'est un peu à l'extérieur de la zone. C'est-à-dire que la Libye a été la preuve de quelque chose d'important, si vous voulez. On pouvait s'interroger sur les raisons, enfin sur la justesse ou non de l'intervention à l'époque entérinée plus ou moins dans des conditions assez confuses par le Conseil de sécurité de l'ONU sur le fait est-ce qu'il fallait sauver les populations libyennes, etc. 10 ans, pas 10 ans, 4 ans après, on peut se rendre compte à quel point, même si les bonnes intentions existent, ça ne suffit pas. Et qu'aujourd'hui, on a un pays qui est divisé en plusieurs fractions, et qui est divisé en plusieurs fractions parce que les gens sont armés, enfin, où il y a des milices armées. Aux premières élections en Libye, il y a eu, je crois, 3 millions de votants sur 4 millions de gens inscrits, ce qui est énorme pour un pays qui n'avait vraiment jamais voté, etc. Il y a eu une vraie aspiration, je crois, du peuple libyen à des formes de démocratie parlementaire, etc. Et puis ça a échoué parce que vous pouvez voter tout ce que vous voulez, si la personne en face de vous a une arme, vous pouvez être 100, je veux dire, il suffit d'avoir une Kalachnikov face à ça, ça ne résiste pas. Et la transformation de l'insurrection contre Kadhafi en une révolte armée, aidée par les Occidentaux, a fait pénétrer énormément d'armes,
et fait que, effectivement, toutes les forces se sont armées et qu'il devient très difficile de trouver une solution. Mais ce qu'on peut dire, et c'est vrai, à mon avis, pour la Libye, l'Irak, le Yémen, la Syrie, c'est que dans ces conditions de guerre civile, il n'y a pas de vainqueur possible. Même si ça peut poser beaucoup de problèmes, ça en pose sur la Syrie, je vais en dire un mot, mais il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de victoire des armes possible. C'est-à-dire que la plupart de ces forces qui se battent aujourd'hui disposent d'une base sociale, disposent d'une capacité militaire grande, et ils peuvent détruire le pays, mais ils ne peuvent pas l'emporter l'un sur l'autre. Et surtout, je dirais, un des problèmes de la presse occidentale, c'est de voir ces conflits à travers une grille complètement simpliste, islamiste contre non-islamiste. On vous présente en Libye la lutte contre islamistes et laïcs. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de laïcs en Libye. Je veux dire, c'est un concept qui est complètement en dehors de la société. Et simplement, on traite d'islamistes les gens contre qui on veut se battre. Donc, mais heureusement, en tous les cas en Libye, je veux dire, pour l'instant, la communauté internationale essaye de favoriser un dialogue, mais tout le monde n'est pas favorable à ce dialogue. Et il y a, y compris dans le gouvernement français, des gens qui pensent qu'il faut de nouveau intervenir militairement, comme si on n'avait pas déjà les exemples d'échecs de toutes ces interventions militaires. Évidemment, un des éléments de déstabilisation de la région, ça a été ce qui s'est passé en Syrie. Et comme vous savez, il y a eu en Syrie exactement ce qui s'est passé en Égypte, en Tunisie, un début d'insurrection populaire assez large contre un régime qui était un régime autoritaire et corrompu. Le problème, il y a eu deux problèmes. Un, c'est que la violence de la riposte du régime a été sans limite, ce qui n'avait pas été le cas ni en Égypte ni en Tunisie. C'est-à-dire que le régime a vraiment tiré massivement sur la population, ce qui a entraîné une militarisation de cette insurrection et l'intervention de forces étrangères qui, pour différentes raisons, notamment le Qatar et l'Arabie Saoudite, voulaient la chute du régime de Hafez el-Assad, pas du tout parce qu'il luttait pour la démocratie, mais surtout parce que c'était un régime allié à l'Iran. Donc il y a eu cet élément de déstabilisation qui a très vite débouché sur une guerre civile qui est d'autant plus, difficile qu'elle épouse d'une certaine manière des divisions confessionnelles. La Libye est un pays où il y a 60%, 70% de sunnites, arabes sunnites. La minorité au pouvoir, c'est une minorité dite chiite, en fait c'est une minorité alawite qui est une forme de chiisme, mais vraiment très très particulier. Il y a les chrétiens, il y a les druzes, il y a les kurdes, etc. Donc petit à petit, cette guerre civile s'est transformée. Le régime a été capable de réunir autour de lui une partie de ce qu'on appelle les minorités, c'est-à-dire les alaouites, les chrétiens, plus de se servir au fur et à mesure du développement des groupes les plus radicaux, c'est-à-dire soit des groupes liés à Al-Qaïda, soit des groupes comme ceux de l'organisation de l'État islamique qui s'est développée à partir de 2014 de manière spectaculaire et effectivement terrifiante, notamment pour les minorités, puisqu'elles sont sommées par ce groupe soit de se convertir, soit d'accepter un statut inférieur, soit d'être exécutées, enfin je dirais. Et puis, comme en plus ils mettent en scène ces exécutions, vous comprenez que ça suscite pas mal de peur. Dans ces conflits aussi, évidemment, les Palestiniens, une nouvelle fois, sont impliqués. Vous avez entendu dire ce qui s'est passé au camp de Yarmouk, qui est un grand camp de la banlieue de Damas, où dans les dernières semaines, l'organisation de l'État islamique est intervenue, et qui prend appui sur, alors là, la division des organisations palestiniennes par rapport au régime syrien, puisqu'il y a un certain nombre d'organisations qui étaient avec le régime syrien, dont le Hamas au départ, puis le Hamas, qui est lié aux frères musulmans, a rompu avec eux, et dans le camp de Yarmouk, il y a différentes fractions, et donc
l'organisation de l'État islamique a profité de ça pour envahir le camp. Alors, je ne sais pas où ça en est, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui... Mais il semble que le camp est pratiquement vidé maintenant de sa population civile, et c'est un champ libre de guerre tout à fait inquiétant, qui a amené une nouvelle vague d'émigration palestinienne. Il faut bien voir, je dis, quand on parle de la Palestine, c'est pas seulement... Nous, on parle de la Cisjordanie, de Gaza, etc. Mais on a vu que l'instabilité dans la région était aussi une instabilité pour les Palestiniens. Vous vous souvenez qu'après la première guerre du Golfe de 90-91, 400 000 Palestiniens avaient été expulsés du jour au lendemain de Koweït. Là, il y a des centaines de milliers de Palestiniens qui ont été expulsés ou qui ont fui les combats en Syrie, qui s'ajoutent aux millions de réfugiés syriens. Un mot sur les réfugiés, Michel en a parlé. Il faut quand même noter, je ne sais pas si c'est une des choses positives de ce conflit, c'est quand même la capacité des sociétés dans le monde arabe à accueillir les réfugiés. Il y a eu, je crois qu'il y a 1 million de réfugiés libyens en Tunisie. Il y a la population, je crois qu'aujourd'hui, un quart de la population libanaise, ce sont des réfugiés. Il y a des millions de réfugiés en Jordanie et en Turquie. Et il faut dire, sans que ça provoque l'hystérie que provoque chez nous l'arrivée de quelques centaines de réfugiés. Il faut savoir que la France, par exemple, qui n'arrête pas de dire qu'elle va accueillir les réfugiés syriens chrétiens, ce qui est d'ailleurs, à mon avis, en soi un scandale, c'est-à-dire qu'on accueille des réfugiés syriens indépendamment du fait qu'ils soient chrétiens ou quoi que ce soit, mais en fait, je crois qu'ils ont donné 150 visas. Je veux dire, donc on est vraiment dans une espèce de double langage qui est quand même dénoncé. Mais il faut dire que dans l'évolution de la région, cette question des réfugiés est en train de devenir un problème majeur. Il n'y a pas eu de... Les Nations Unies disaient de toute façon à l'échelle de la Méditerranée, c'est les plus grands mouvements de population auxquels on a assisté depuis les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale avec les déplacements de population. Et là aussi, c'est évidemment un élément d'instabilité considérable parce que, vous imaginez ce que c'est pour un pays comme le Liban d'accueillir des centaines de milliers de réfugiés syriens ou palestiniens. Juste un mot encore sur l'organisation de l'État islamique et comment ça s'est développé. J'ai dit au départ, Al-Qaïda n'existe pas en Irak. Al-Qaïda s'est développé en Irak dans la lutte contre l'invasion américaine. À partir de ce moment, il y a eu des groupes au départ qui n'étaient pas Al-Qaïda, puis petit à petit qui ont déclaré leur soutien à Al-Qaïda. Et quand la guerre a éclaté, la guerre civile a éclaté en Syrie, ils sont intervenus en Syrie et ils ont acquis là-bas une certaine expérience. Mais il faut rappeler que cette organisation, entre 2006 et 2008, avait perdu beaucoup de son influence quand les Américains et le gouvernement central de l'Irak avaient essayé de parler à cette partie de la population qui sont les sunnites pour essayer de les inclure dans le pouvoir. Et ça avait d'une certaine manière marché. Et puis à partir de 2011-2012, on a eu au contraire l'accentuation d'une politique totalement confessionnelle par le gouvernement irakien, qui a été une politique d'oppression de la minorité, mais c'est 30% de la population, c'est pas sunnite, et qui fait que quand il y a eu des manifestations début 2013 dans les zones sunnites, le pouvoir central irakien a envoyé l'armée à tirer sur des manifestants qui étaient désarmés. Et donc, quand l'organisation de l'État islamique est arrivée en disant « nous vous protégeons », ils ont été accueillis comme des libérateurs. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Et l'autre aspect qui est étonnant, c'est qu'une grande partie, ils ont rallié à eux une grande partie des cadres militaires de l'ancien régime, qui aujourd'hui forment l'ossature de cette armée. Je veux en profiter pour dire un mot sur la question sunnite-chiite.
aujourd'hui, dans la presse, c'est devenu la seule grille d'analyse, seule grille de lecture de ce qui se passe au Proche-Orient. Je pense que c'est une analyse qui est fausse. Comme vous savez, le chiisme est une scission de l'islam majoritaire dont l'origine remonte à la mort du prophète et en fait concerne la succession du prophète. Il y a donc une différence qui au départ est totalement politique et puis qui va petit à petit se transformer en différences religieuses, et il va y avoir deux courants essentiels, il y en a beaucoup plus, mais enfin deux courants, un qui est les sunnites qui représentent en gros 90% de la population, et de l'autre les chiites qui en représentent 10 à l'échelle du monde musulman, mais qui sont majoritaires, en gros, qui sont majoritaires en Iran, en Irak, et qui sont la principale minorité, si on peut dire, au Liban. Pour vous dire à quel point c'est quand même pas des divisions aussi profondes qu'on croit, c'est qu'en Irak, par exemple, une des formes d'organisation importante, c'est les tribus, mais les tribus pas au sens bédouin, c'est des tribus, vous appartenez à un grand ensemble qu'on appelle une tribu, qui en général vivent dans les villes, et beaucoup des grandes tribus, avant le début de cette guerre, étaient un mélange de sunnites et de chiites, et qui se battaient contre la tribu voisine où il y avait un mélange de sunnites et de chiites. Au Liban, vous aviez plein de mariages entre sunnites et chiites. Et puis, comme vous savez, la grande puissance chiite, c'est l'Iran. Mais, donc, l'Iran, c'est des Iraniens face à des Arabes. Et pendant très longtemps, il y a eu un combat entre l'Iran et l'Empire ottoman, qui est un empire turc, qui dominait toute la Turquie actuelle, plus le monde arabe. Et c'est une rivalité qui remonte, je ne sais pas, au XIVe siècle, etc. Et à un moment, le souverain iranien, pour bien marquer la différence, va convertir autoritairement tout le monde au chiisme. Donc vous voyez, c'est pas des divisions aussi difficiles, aussi profondes qu'on veut bien le dire. Mais c'est vrai que dans les combats et dans les guerres, et notamment les guerres civiles, c'est vrai aussi que c'est un élément ces divisions utilisées par les uns et les autres pour mobiliser les populations. Mais pas plus que le conflit au Yémen, un conflit entre des Houthis, chiistes, et une majorité de la population qui serait sunnite. Le conflit en Irak ne peut pas se résumer à un conflit entre chiites et sunnites. Mais c'est vrai qu'il y a, et en plus c'est vrai qu'il y a derrière quelque chose, je n'aurai pas le temps d'aborder, mais on viendra peut-être dans les questions, qui est les rivalités régionales, c'est-à-dire le jeu normal de la géopolitique, et notamment la rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui est un des éléments qui permet de comprendre en partie les raisons de l'intervention saoudienne au Yémen. J'ai commencé par la Palestine, je voudrais terminer par la Palestine, à la fois pour parler un peu de ce qui se passe et des perspectives avec l'élection israélienne, et aussi pour voir quelles sont les perspectives. Bon, vous savez donc il y a eu des élections en Israël et qu'elles ont marqué quelque chose, la victoire de Netanyahou, qui fait que c'est sans doute le plus long gouvernement qu'il y ait jamais eu dans l'histoire, pas jamais, mais peut-être depuis très longtemps dans l'histoire d'Israël. Il n'y a pas encore de gouvernement formé, mais on va vers une coalition de droite, ou peut-être une coalition de droite avec le Parti Travail, ce qui reste, maintenant ça s'appelle l'Union sioniste, je crois, mais ça n'a pas une grande importance, c'est-à-dire, en fait, Netanyahou a gagné essentiellement, il faut bien le comprendre, parce que quelques jours avant les élections, il a dit qu'il ne voulait pas d'État palestinien, parce que, franchement, il ne fallait pas être grand clair pour le deviner, de toute façon, ça fait 10 ans qu'il empêche la création d'un État palestinien. Il a même fait des appels quasiment racistes, puisque le jour des élections, il a fait une déclaration à la radio en appelant la population israélienne à voter pour lui, parce que les Arabes étaient en train de se mobiliser pour voter pour la liste d'union, qui était une liste qui regroupait tous les partis arabes. Enfin bon, il a vraiment gagné sur une ligne de droite, c'est-à-dire sur une ligne pas de paix.
Et en fait, il a surtout gagné sur ses concurrents à droite. C'est moins un bouleversement des rapports de force à l'intérieur d'Israël que le fait qu'il a mobilisé les gens de droite qui se sont dit on veut Netanyahou qui promet qu'il n'y aura pas d'État palestinien, qu'on ne va pas démanteler les colonies, etc. Ce qui est sûr, c'est que ce gouvernement à venir, même s'il inclut des travaillistes, n'ira pas vers la paix, n'ira pas vers une solution avec les Palestiniens, elle ne veut pas une solution avec les Palestiniens. Cette évolution en Israël, sensible depuis déjà quelques années, amène à deux éléments qui sont, à mon avis, importants. C'est la baisse du crédit d'Israël à l'échelle internationale, à la fois dans les opinions publiques, mais aussi dans les gouvernements. Dans les opinions publiques, c'est évident, avec le développement des campagnes BDS sur le boycott des investissements, les sanctions, avec les mobilisations qui se passent dans les universités, etc. C'est sûr que, et les sondages dans les opinions montrent que, par rapport à il y a 20 ans, le crédit israélien auprès des opinions publiques diminue. Et puis, vous avez aussi une certaine tension, je dirais, pas plus pour l'instant, avec les gouvernements européens, qui, malheureusement, depuis quelques années, ont fait preuve d'une complaisance tout à fait coupable, à mon avis, à l'égard d'Israël, notamment le gouvernement français, qui a rompu avec la politique qui était celle du général de Gaulle jusqu'à François Mitterrand, pour adopter une position de soutien au gouvernement israélien. Mais il y a maintenant des tensions parce que tout le monde se rend bien compte que l'impasse, elle vient du côté israélien. Et tout le monde se rend compte aussi que cette impasse, elle alimente le développement des groupes les plus radicaux. Et je crois que c'est le secrétaire d'État américain John Kerry qui disait la non-solution de la question palestinienne fait qu'il y a de plus en plus de combattants qui vont de jeunes qui vont combattre avec l'organisation de l'État islamique. Il faut bien comprendre, c'est-à-dire cette organisation apparaît comme tellement barbare et tellement utilisant des moyens tellement inhumains qu'on n'arrive pas à comprendre. Il faut bien comprendre que dans le Proche-Orient, avec les images qui arrivent de Syrie, de Palestine, les images d'oppression, etc., l'impression que pour la première fois depuis très longtemps, il y a une force capable de s'opposer aux Américains et à leur politique, ça attire beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'autres raisons, on pourra aussi en discuter, y compris voir pourquoi ça a une certaine influence, y compris chez nous, parmi un certain nombre de jeunes, mais je crois que c'est quand même important à comprendre. Dernier élément, je terminerai là-dessus, c'est quand on voit l'ensemble des problèmes de la région, on prend la mesure que ça ne sera pas facile à résoudre. Mais récemment, j'ai discuté avec l'ambassadeur de Palestine à Paris et qui m'a fait une remarque qui m'a beaucoup frappé et que je trouvais intéressante. Il dit, mais de tous les conflits de la région, le plus facile à résoudre d'une certaine manière, c'est le conflit palestinien. C'est-à-dire créer un État palestinien en Cisjordanie et Gaza, c'est relativement facile dans le sens où il y a un consensus international qui est très large, y compris en principe celui des États-Unis, où on peut voir quelle est la solution, même si la question de la colonisation pose quand même quelques problèmes par rapport à cette vision, et où en même temps la solution pourrait engendrer un cercle vertueux dans la région, c'est-à-dire un cercle dans lequel on résout à les problèmes. Alors c'est peut-être une vision optimiste, mais bon, je dirais, il faut mieux terminer là-dessus et se souvenir que l'histoire n'est jamais écrite et qu'elle dépend en partie des peuples, des gens qui se battent, et que nous espérons quand même pour cette région à laquelle nous sommes attachés et intéressés, quand même un avenir de paix plutôt que de guerre. Merci.